Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Gérer un projet, c'est déjà complexe, mais alors en gérer plusieurs en même temps, on est carrément dans une autre ligue. Alors on me demande souvent comment on peut gérer 3, 4, 5, voire plus de projets en même temps. Donc comment on fait concrètement ? Alors avant de vous répondre, parce que c'est le sujet de ce podcast, pourquoi ce sujet du multiprojet, il est brûlant en entreprise ? Et ben en fait, et j'ai envie de dire malheureusement, et je vous expliquerai pourquoi après, c'est de plus en plus la norme et pas l'exception. Et ça concerne aussi bien les chefs de projet que les managers, que les experts fonctionnels, et que toutes les personnes qui vont être amenées tôt ou tard à gérer des projets, ou qui vont être amenées tôt ou tard à agir dans le cadre d'un projet en tant qu'acteur. Et derrière, les impacts ils sont assez dramatiques, que ce soit du flou, que ce soit de la charge mentale constante, de la pression, du stress, des urgences à traiter, le fait de switcher constamment de projet en projet, le fait de passer d'urgence en urgence, on a l'impression en fait, de ne jamais avoir le temps de faire ce qu'on est censé faire dans notre journée, et de passer notre temps en fait à courir, finalement, après le temps, à essayer par tous les moyens possibles, de réduire finalement ce qu'on doit faire, donc de réduire le temps de pilotage sur notre projet, et bien sûr, ça aura des effets concrets derrière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire de la moins bonne gestion de risque, on va moins bien communiquer, on va moins suivre les projets, et au final, en fait, on ne va pas pouvoir réagir à temps, on ne va pas pouvoir être proactif, et ça va générer tout un tas de problématiques qu'on aurait pu s'éviter, en fait, en ayant la bonne méthode pour travailler en multi-projet. Alors vous le savez, j'ai travaillé 12 ans en cumulé pour des ESN, donc des entreprises de services du numérique, aussi bien en CDI qu'en freelance, et sur toutes mes expériences, le multi-projet, ça a toujours été la norme. Alors, je vous dis pas que ça a été évident, bien au contraire, ça n'a pas tout le temps été évident, j'ai eu des situations assez problématiques, notamment quand des urgences arrivent en même temps, quand ça pop sur plusieurs projets, pour plusieurs clients différents, là, forcément, on n'a pas de bon choix, il va falloir traiter les urgences les unes après les autres, et donc il va falloir, d'une certaine manière, prioriser un client au détriment de d'autres. Et donc forcément, ceux qui n'auront pas été priorisés seront mécontents. Et c'est pas anodin ça, c'est-à-dire que les premières années en tant que chef de projet, j'ai surtout subi mes projets. Donc quand je vous dis que je les ai subis professionnellement, je les ai subis personnellement, et en fait, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était ça la gestion de projet, parce que c'est ce que je voyais partout autour de moi, c'était finalement la norme en ESN, c'est ce que vivaient mes collègues, c'est ce que vivaient d'autres personnes que je connaissais dans d'autres entreprises de services ou de sociétés de conseil, et donc j'étais arrivé en fait à une conclusion de me dire c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire, et de toute façon, le boulot de chef de projet, oui, ok, on est bien payé, mais ça veut dire qu'on va faire ça toute notre vie. Donc c'était du bon vieux fatalisme des familles, et en fait, la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Avec la bonne structure, avec le bon mindset, avec les bonnes techniques, avec les bons outils, en fait, avec la bonne approche, au final, on peut vraiment délivrer sur tous nos projets, même si on fait du multi-projet, même si on a 3, 4, 5, voire 6 projets dans notre portefeuille à gérer en parallèle, et on peut également faire de la qualité plus dessus. Alors dans cet épisode, on va voir déjà comment ne pas devenir fou, donc comment ne pas surcharger, donc péter un câble, avoir une charge mentale qui est abondante, qui est là au quotidien, matin, midi, soir, même la nuit parfois. Comment faire en sorte de partager intelligemment son temps sur les différents projets, donc pour rester utile à chacun des projets. Comment prioriser entre les différents projets, entre les différentes urgences, les différents sujets qu'on peut avoir à traiter. Et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, comment structurer sa gestion multi-projet pour justement gérer plusieurs projets en parallèle et avec succès. Alors avant de vous donner des tips concrets, je pense que c'est intéressant de se demander pourquoi en fait c'est si compliqué que ça le multi-projet, et pourquoi finalement c'est un sujet d'envergure, et c'est un sujet, on va dire, du quotidien en entreprise. Alors le problème, pourquoi le multi-projet il est aussi prégnant en entreprise, c'est parce qu'on veut tout faire à la fois. On veut tout faire à la fois, on a plein de projets qui rentrent pour des clients, on a plein de projets en interne à réaliser, on a des projets stratégiques, on a des projets réglementaires, on a des projets financiers, des projets RH, etc. Et on veut tout faire en même temps parce qu'on est incapable de prioriser, voire, et on en a parlé dans les précédents podcasts,
on n'a pas en fait l'outil ou la vision nécessaire pour comprendre l'ensemble du portefeuille de projet de l'entreprise, comprendre finalement tout ce qui est lancé là maintenant au quotidien, et comment ça impacte les équipes. On entend souvent en fait qu'il faut aller de plus en plus vite, le marché ça avance de plus en plus vite, les besoins évoluent de plus en plus vite côté client, et donc en fait c'est une espèce de course contre la montre, parce que si nous en fait on n'avance pas rapidement, on va se faire dépasser par la concurrence se dit exactement la même chose, et donc tout le monde en fait essaie d'avancer à flux tendu avec tous ces projets en parallèle, le plus vite possible, quitte à ce que tout ne soit pas bien fait, et donc quitte à ce qu'il y ait de vrais problèmes derrière qui vont impacter tout le monde, et qui vont coûter parfois très très cher. Alors qu'en fait, la bonne manière de faire, ce serait, et vous le savez, la gestion de projet, on se pose normalement un petit peu, on ne se précipite pas, on se pose, on structure, on cadre, on prépare, on planifie, et ensuite on agit. Quand je dis agir, c'est vraiment réaliser les tâches. Donc si on se précipite, malheureusement, il y a plein de choses à côté desquelles on va passer, et donc il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont popper, un certain nombre d'obstacles qui vont arriver, qui auraient pu être anticipés si on avait pris le temps de le faire, et qui vont vous exploser en pleine figure. Alors maintenant, pourquoi c'est compliqué ce multi-projet ? Déjà, tout semble urgent. Donc ça veut dire qu'on doit tout traiter en parallèle, on a 3, 4, 5 projets en parallèle à faire, à gérer, et donc, fatalement, on a une dilution de notre attention. Ça veut dire que notre focus, en fait, il va pas être sur un projet, il va être sur l'ensemble des 5 projets, et donc forcément, plutôt que d'être focus à 100% sur un seul projet, on sera focus à 20% sur chacun des 5 projets de notre portefeuille. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail des projets, on fera moins attention aux détails, on peaufinera moins les documents, on peaufinera moins le plan d'action, on va passer à côté de certains risques, et ainsi de suite. On va louper des sujets, on n'anticipe pas bien, voire, et ça c'est le pire, on n'anticipe absolument rien, on saute d'urgence en urgence, et finalement, en fait, comme on n'a pas le temps de faire les choses, on va attendre que les problèmes arrivent pour agir. Donc au final, en fait, aucun de ces projets n'est vraiment cadré, parce qu'on n'a pas le temps, ce qui crée du flou, et ce flou va engendrer de l'ambiguïté, va engendrer de l'incertitude, et donc des risques potentiels et des problèmes derrière. Et le vrai problème pour le chef de projet, c'est qu'on a l'impression que tout arrive en même temps. Donc on n'a jamais le temps de se poser, il y a toujours quelque chose qui va popper. Si ça y est, on a équilibré, on a stabilisé le projet A, il y a un truc qui arrive sur le B, donc hop, direct, il faut basculer dessus, etc. On n'a jamais le temps de se poser, c'est stressant, c'est épuisant, c'est vraiment usant au quotidien. Donc oui, le client, en fait, ce qui se passe sur les projets que vous gérez en parallèle du sien, mais pour vos autres clients, il s'en fout, c'est pas son problème, c'est le vôtre. Et donc tout ça, en fait, ça crée vraiment un cadre hyper inconfortable pour les chefs de projet. La conséquence, c'est qu'on subit tous nos projets, c'est qu'on a globalement un sentiment d'échec, même si les 5 projets avancent dans le portefeuille, on a un sentiment d'échec parce que ça n'avance pas aussi bien qu'on aurait voulu, parce qu'on n'a pas eu le temps de se poser pour faire correctement de la gestion de risque, de la gestion de budget, etc. Ça génère de la fatigue, de la frustration, on n'est plus du tout proactif parce qu'on n'a pas le temps en fait d'anticiper les choses, donc on va attendre que ça se produise pour réagir, on se dira ouais mais tu vois si j'avais fait quelque chose, en fait si j'avais essayé d'anticiper ça et que ça ne se serait pas produit, j'aurais perdu du temps. Non, c'est faux, mais on y reviendra sur un épisode dédié à la gestion des risques. Ça génère du retard, ça génère un budget qui a de grandes chances d'exploser, avec de la charge de travail supplémentaire du côté des équipes, parce que tout n'est pas parfait, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été anticipées alors que ça aurait pu l'être. Et globalement, c'est aussi de la perte de crédibilité, donc ça nuit à votre image, à vous, en tant que professionnel, et aussi à votre entreprise. Une petite parenthèse dans cet épisode pour vous parler d'un accompagnement que je propose et qui pourrait bien vous changer la vie de chef de projet. En tant que chef de projet, on porte beaucoup sur nos épaules. Des urgences, des attentes, des décisions à prendre et une charge mentale qui explose à l'arrivée. Mon offre de coaching, elle est là pour vous aider à reprendre le contrôle. On fait le tri, on pose un cadre, on vous aide à respirer à nouveau et à avancer sans vous épuiser. Je vous accompagne pour alléger votre quotidien et vous recentrer sur l'essentiel. Ça vous parle, toutes les infos sont sur reussircesprojets.com/coaching. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre la main sur notre portefeuille de projet, et donc comment est-ce qu'on peut structurer finalement notre manière de faire pour gérer plusieurs projets en parallèle. Mais pour ça, je vous propose 5 leviers clés. Alors le premier, c'est de cadrer chacun de vos projets. Le second, ça va être de clarifier les attentes des différentes parties prenantes. Le troisième, ça va être de construire une vision portefeuille des différents projets que vous gérez. Le quatrième levier, c'est le fait de vous organiser en blocs. Et le cinquième levier, c'est le fait d'utiliser un plan de charge. Alors levier numéro 1, cadrer chaque projet. Donc quand je parle de cadrage, qu'on soit bien d'accord, ça veut dire qu'on va cadrer clairement quels sont les objectifs du projet,
quels sont les enjeux du projet, c'est-à-dire quelle est la problématique que l'on cherche à résoudre, quelle est la situation dans laquelle on souhaite arriver à la fin du projet, quel est le périmètre du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire dans le projet ou ne pas faire, parce qu'un périmètre comporte aussi des limites, quelles sont les priorités, quelles sont les contraintes éventuelles qu'on va devoir respecter, ça peut être des contraintes de temps, de budget, des contraintes métiers, des contraintes réglementaires et ainsi de suite. Qui est le sponsor projet, quelles sont les responsabilités des différentes personnes, donc des différentes parties prenantes impliquées dans ce projet, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sans cadrage, votre projet il partira forcément en vrille. Pourquoi ? Parce qu'on ne saura pas quoi faire, on ne saura pas pourquoi il faut le faire, c'est impossible d'avoir une bonne planification, on ne sait pas exactement qui fait quoi, donc il va y avoir beaucoup de couacs en termes de communication, il va y avoir beaucoup de couacs en termes d'action, de réalisation, etc. Et clairement, ça, c'est en fait, si on ne cadre pas les projets, on est en plein dans la méthode l'arrache, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un projet qu'on va subir de A à Z, du début à sa fin. Et ça, c'est niette. Donc vraiment, déjà, la première étape, c'est de vous dire que chaque fois que vous prenez un nouveau projet dans votre portefeuille, même si vous en avez 3, 4 ou 5 en parallèle à côté, vous devez prendre le temps pour chaque projet de correctement le cadrer et le structurer. C'est indispensable en fait. Le cadrage, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une bonne planification, une bonne préparation, un bon plan d'action pour votre projet. Et sans ça, malheureusement, on ne fera pas de miracle. Levier numéro 2, clarifier les attentes des parties prenantes. Donc quand je parle de parties prenantes, j'englobe vraiment toutes les personnes qui sont impliquées au quotidien dans le projet ou qui sont impactées par celui-ci et par le changement que ça va amener. Donc on peut retrouver des référents métiers, on peut retrouver forcément le commanditaire projet, on peut retrouver des exécutifs, des directeurs, le sponsor, vous aussi également, les différents acteurs de votre équipe projet et ainsi de suite. Alors maintenant, quand je parle des attentes des parties prenantes, en fait, je parle vraiment des différents besoins, peut-être des spécifications techniques et fonctionnelles qui ont été exprimées ou qui doivent être exprimées, si ce n'est pas encore le cas, et globalement de toutes les attentes en termes de communication, en matière de livrables, en matière de qualité, etc., par rapport à votre projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire une liste des différents livrables que l'on va devoir créer, réaliser et fournir d'ici à la fin du projet, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir en fait rajouter en face de chacun de ces livrables des critères de qualité, des critères de satisfaction. À partir de quel niveau en fait ce livrable il peut être acceptable. Je vous donne un exemple avec une voiture. Est-ce que si je vous livre une voiture donc avec le châssis, les roues et globalement toute la partie motorisation, donc une voiture fonctionnelle, est-ce que ça vous convient ? Oui ou non ? Probablement pas. Vous allez peut-être me demander d'avoir des portes, d'avoir une finition peinture, d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa visuellement, etc. Et ça, ce sont des critères de qualité et de satisfaction. Donc ce n'est pas juste livrer une voiture, il faut bien préciser ce qu'on attend derrière. Clarifier ces attentes des parties prenantes, ça fait partie du cadrage projet, donc on vient d'en discuter juste avant sur le levier numéro 1, et c'est trop souvent oublié, mais pourtant, c'est indispensable. Et tout à l'heure, je vous parlais des attentes en matière de communication. Ça veut dire quoi ? En fonction des personnes, en fonction de leur rôle, en fonction de leur implication et de leur responsabilité dans le projet, ces personnes peuvent avoir des attentes différentes. En termes de fréquence, de communication, en termes d'informations à communiquer. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de savoir ou n'a pas envie de savoir en fait des détails opérationnels sur le projet. Peut-être que certaines personnes ont envie d'avoir une vision un peu plus détaillée du planning, alors que d'autres peuvent se contenter du macro-planning que vous allez présenter en comité de pilotage, et ainsi de suite. De la même manière, les canaux de communication à utiliser, ça fait aussi partie des attentes. Par exemple, moi, en tant que partie prenante sur un projet, je déteste en fait qu'on m'appelle pour un oui, pour un non, parce que généralement, je suis en train de faire autre chose et ça me coupe dans mon élan, ça me dérange. Je préfère en fait, en termes de communication, recevoir des mails que je peux lire vraiment quand j'en ai envie. Et l'idée, c'est pas de recevoir un mail de 5 km de long. Ce que je veux, c'est vraiment avoir du concret. Donc en fait, si j'ai une page A4 qui me dit globalement, voilà où on en est dans le projet, voilà le prochain jalon, voilà les étapes réalisées, voilà les prochaines étapes à faire, ou les prochaines actions à réaliser, et globalement la météo du projet, ça me va très bien. Mais encore faut-il en fait que vous le sachiez en tant que chef de projet. Et donc comment on fait pour le savoir ? Il faut aller clarifier les attentes des parties prenantes. Et ne pas juste se dire, cette personne ne m'a rien dit, donc c'est bon. Donc non, attention à ne pas tomber dans les pièges de la communication. Donc je vous renvoie sur l'épisode numéro 8 pour ça. Parce que, effectivement, vous faites du multi-projet, et donc vous n'avez pas le temps derrière de repasser 30 fois sur le même sujet. Levier numéro 3, construire une vision portefeuille. Donc, ok, vous avez plusieurs projets en parallèle à suivre, donc vous faites du multi-projet, pas de problème, chaque projet aura ses propres documentations de suivi, ses propres documentations de pilotage.
Chaque projet a son diagramme de Gantt et ainsi de suite, sa charte projet, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Par contre, et c'est là que dans 90% des cas, il y a un problème, et c'est ça aussi qui vous plombe malheureusement un petit peu sur du travail de multi-projet, c'est qu'il vous faut un tableau de bord pour gérer votre portefeuille. Donc votre portefeuille, il n'est pas énorme, il va comprendre 3, 4, 5 projets, peut-être un petit peu plus si c'est vraiment des petits projets, mais en fait, il est indispensable pour avoir une vision d'ensemble. Ce tableau de bord, il doit récapituler donc, les différents projets, il doit les lister, et pour chacun de ces projets, il doit indiquer quelle est la progression globale de ce projet, quels sont les jalons clés du projet, ceux qui ont été atteints et ceux qui sont planifiés, quelles sont les ressources critiques, est-ce qu'il y a des alertes éventuelles, ça peut être des risques, ça peut être des obstacles rencontrés, des problématiques, etc. Est-ce qu'il y a des dépendances croisées entre ces projets ou pas? Est-ce qu'il y a un niveau d'urgence? Est-ce qu'il y a également une météo? Est-ce que tout est au vert sur le projet? Est-ce que c'est, bon attention, c'est jaune, c'est sous contrôle, entre guillemets, mais il faut quand même vérifier, il faut faire attention. Ou rouge, c'est en train de partir droit dans le mur. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que chef de projet, vous demandez à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises du côté du commanditaire, donc du client, du côté du sponsor projet ou du côté des membres du comité de pilotage, voire même de votre propre direction. Ça, en fait, vous devez avoir une vision claire de ce tableau de bord portefeuille. Et sans ça, malheureusement, vous ne pourrez pas prendre de la hauteur et vous continuerez en fait à avoir le nez dans votre guidon sur chacun de vos projets sans avoir cette vision d'ensemble qui est malheureusement est nécessaire parce que vous faites du multi-projet. Donc, en final, vous gérez un mini portefeuille projet et il faut bien le voir comme ça. Et je vous renvoie d'ailleurs sur l'épisode 6 du podcast où je parle en détail de ce que c'est qu'un projet, un programme, un portefeuille, et des différences entre ces trois notions qui sont indispensables à comprendre. Levier numéro 4, donc organiser son temps en blocs. Clairement, on ne peut pas passer notre temps à switcher d'un projet à l'autre en fonction des besoins. On est tout sauf efficace en faisant comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on switch d'un projet à un autre, en fait, ça se fait pas juste comme ça d'un claquement de doigts. Il y a un temps, il y a quelques minutes qui vont se passer pour qu'on, entre guillemets, on déconnecte du projet A, sur lequel on venait de passer quelques minutes, on se connecte, entre guillemets, sur le projet B, et donc ça veut dire qu'il va falloir se remémorer un petit peu là où on en était, il va falloir peut-être reprendre quelques mails, il va falloir ouvrir les documents projet, voir un petit peu ce qu'on devait suivre, ce qu'on devait faire nous-mêmes en tant que chef de projet, et ainsi de suite. Et donc tout ça, multiplié par le nombre de fois où on va switcher d'un projet à l'autre en fonction des besoins, en fonction des urgences et compagnie, on perd plusieurs heures par jour. Et c'est énorme, en fait. Partez du principe qu'il nous faut entre 5 à 10 minutes quand on switch d'un projet A à un projet B pour vraiment être focus sur ce nouveau travail. Multipliez ça par le nombre de fois où vous switchez d'un projet à un autre, et faites le test, vous allez voir, c'est édifiant. La technique, en fait, c'est pas de switcher d'un projet à un autre en permanence, justement, parce qu'on est très mauvais, nous, humains, à faire du multitasking. La technique, c'est de se caler des blocs de temps dans l'agenda, donc de minimum 2 heures, pour bosser sur un seul projet. Et quand je dis un seul, c'est un seul. Tout ce qui tombe en dehors de ce projet, c'est traité en dehors du bloc. Pourquoi 2 heures? Parce que en dessous, en fait, on n'a pas forcément le temps de se poser suffisamment et d'être suffisamment focus pour sortir un travail vraiment complet, cohérent, comme de la gestion de risque. Au-dessus, ça peut être compliqué par rapport à certaines organisations parce que vous avez des réunions, parce que y a la pause déj, parce que on a plein de choses qui font que c'est pas forcément possible de rester 3 heures, 4 heures, voire plus focus sur un seul projet. L'idéal, c'est de pouvoir faire une demi-journée focus sur un projet. Bien sûr, c'est pas tout le temps possible, c'est pour ça que je vous propose des blocs de temps de 2 heures minimum, mais ne descendez pas en dessous, si vous pouvez faire plus, c'est l'idéal. Alors comment je fais moi dans ce cas-là? Sur Outlook déjà, dans mon agenda, je me mets directement mes blocs de travail, et les réunions projet, je les cale sur ces blocs de travail. Donc si j'ai un bloc de 4 heures pour le projet A, mon copil, mon coproge, toutes les réunions, tous les ateliers de travail que je vais avoir besoin de planifier pour ce projet, je vais les positionner dans ce bloc de temps-là. Également sur Outlook, je vais mettre en place des dossiers et des règles pour les mails en fonction des domaines expéditeurs, donc tout ce qu'il y a après le arrobase. Généralement, j'ai un dossier par client et un dossier par projet, parce qu'un client peut avoir plusieurs projets. Je mets également en place des règles de redirection, donc tous les nouveaux mails qui arrivent dans la boîte de réception, je sais que ça arrive du client Toto, donc ça part directement en non lu, dans le dossier Toto qui va bien. Pareil, toutes les notifications sur les nouveaux mails, que ce soit sur Outlook, toutes les notifications sur Teams, pour les messages instantanés, les appels, etc., tout ça je désactive. L'idée, c'est que si je suis focus, là pendant 2 heures, je suis focus. Et donc, dans l'idée aussi, ce que je fais, c'est que je me mets des blocs de temps en temps, de 1 à 2 heures,
pour, entre guillemets, de la disponibilité, c'est-à-dire que c'est du temps, c'est pas du temps off, c'est du temps qui peut être pris pour n'importe quoi, pour n'importe quel projet, pour de la communication, pour de la collaboration, pour répondre à mes mails, pour répondre à mes Teams, et ainsi de suite. Ça, en fait, pourquoi je le fais, ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que j'ai à faire, et si je veux garder un œil sur mes mails, bah dans ce cas-là, je le mets pas sur la boîte de réception, je le mets sur le dossier projet correspondant, donc le dossier projet sur lequel je suis en train de travailler. Comme ça, j'ai pas de distraction qui vient des autres projets, et je peux garder un œil sur ce qui est en train de se passer en termes d'échange de mails sur le projet sur lequel je suis en train de bosser là en ce moment. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire le livre Deep Work de Cal Newport sur le sujet, c'est une vraie pépite. Et enfin, le levier numéro 5, donc le plan de charge. Alors, pourquoi un plan de charge? Ça sert à quoi, en fait? En fait, le plan de charge, c'est tout simplement un capacity planning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez votre charge de travail pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, en fonction de vos connaissances actuelles. Ça permet de savoir si vous allez être en sous-charge de travail, et donc si potentiellement vous pouvez accepter de nouveaux projets, ou au contraire si vous allez être en surcharge de travail, et dans ce cas-là, il va falloir peut-être procéder à des arbitrages, en tout cas en discuter avec votre manager. Ça permet aussi de voir concrètement, dans une semaine, comment vous allez répartir votre temps entre vos différents projets. Vous pouvez me dire, voilà, j'ai 3 projets, sur le premier je pense passer une journée, sur le second je pense passer 3 jours, et donc sur le dernier 1 jour. Alors forcément, cette charge, elle n'est pas lisse, elle n'est pas stable dans le temps. Bien sûr que ça va dépendre des projets. Bien sûr qu'en fonction de là où vous en êtes dans le projet, vous allez passer plus ou moins de temps. Forcément, sur la phase de cadrage, sur la planification, on passe plus de temps que sur le suivi et l'exécution du projet. Et ça, c'est vraiment à vous de l'estimer par rapport en fait à votre connaissance de chacun des projets que vous gérez. Alors, les plus sceptiques parmi vous pourraient me dire, ok, c'est bien tout ça, mais en fait, le plus simple, est-ce que ce serait pas d'apprendre à dire non? Ou est-ce que ce ne serait pas de dire non quand on vient nous proposer un nouveau projet? Alors, oui, en fait, le fait de dire non, c'est important, mais pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire, attention, je suis en surcharge de travail, il faut avoir une vision d'ensemble, en fait, de votre charge de travail. Parce que c'est la première objection qu'on va vous opposer au niveau du management, au niveau de la direction. Donc, comment vos projets ils vont s'étaler dans le temps? Vous passez combien de temps par projet, par semaine et par mois? Qu'est-ce que tu as prévu en termes de charge de travail, en termes de planning pour les 3 prochains mois sur tes projets? Comment t'es occupé? Prouve-le-moi, montre-moi. Et là, en fait, vous êtes bloqué parce que vous n'avez rien. Et donc, vous prenez un nouveau projet dans la tronche qui, effectivement, peut vraiment vous impacter, et c'est une charge mentale supplémentaire, c'est une pression supplémentaire, du stress supplémentaire, et ça peut vraiment vous faire exploser en termes de planning. Mais si vous n'avez pas de plan de charge, en fait, vous êtes dans l'incapacité de le montrer. Si vous dites que vous allez passer 3 jours sur le projet A de la semaine prochaine, ça ne veut pas dire que dans les faits vous allez faire ça. Peut-être que vous allez faire un peu plus, peut-être que vous allez faire un petit peu moins. Ça reste une estimation, donc c'est imprécis par nature, et c'est pour ça que c'est important en fait derrière de mesurer objectivement pendant toute la semaine en fait le temps passé sur chacun des projets et de comparer le réel à l'estimé. Et ça va vous permettre déjà d'améliorer vos estimations, mais surtout d'avoir des données concrètes à opposer à votre management si jamais il vous refourgue encore de nouveaux projets alors que vous ne pouvez plus en prendre. Donc ça, gardez bien en tête que ce travail, il est indispensable avant d'aller voir votre manager, avant de lui dire « Stop, j'ai besoin d'arbitrer, j'ai besoin de prioriser certains projets, il faut que tu m'en enlèves, que tu les files à quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas objectivement le faire ». C'est indispensable. Sans plan de charge, vous partez dans le mur et vous n'aurez pas gain de cause. Et oui, bien sûr que votre manager, il peut ne pas être d'accord avec vos estimations. Mais dans ce cas, rappelez-lui déjà qu'il s'agit d'estimation, et donc que par nature, c'est imprécis. Et surtout, indiquez que vous allez mesurer dans une période de quelques semaines le temps effectivement passé, que vous allez comparer ce réel versus l'estimé, et derrière, proposez-lui de refaire un débrief ensemble. L'objectif, c'est de mesurer pour s'améliorer, et si vous arrivez avec des données concrètes, en fait, ça va vous permettre de mieux équilibrer votre charge de travail dans le temps. Alors dernier point aussi, parce que ça c'est une spécialité des ESN, si on vous rétorque que les 30 jours que vous avez estimés sur votre projet, c'est pas ce qui a été vendu, et que par exemple vous n'avez que 12 jours qui ont été vendus au client, rappelez à cette personne que les jours vendus au client, ça c'est du commerce, c'est un package commercial, donc c'est ce qui a été vendu, et c'était nécessaire de faire ça pour gagner le projet. Mais c'est pas parce qu'on a vendu 12 jours qu'on va passer 12 jours effectivement sur le dossier. Donc si vous avez vendu 12 jours côté commerce, alors qu'on a 300 jours de travail derrière, je les ferai pas en 12 jours en fait. Donc ouais, à la fin, ça va me coûter beaucoup d'argent, parce que 300 jours, c'est pas neutre, et peut-être que le projet, il sera pas rentable, justement à cause de cet écart monstrueux entre les jours vendus de chefferie de projet et les jours à réaliser qui correspondent à votre estimation. Autrement dit, ce qui a été vendu au client, c'est une remise commerciale,
Et c'est pas un problème, hein, ça permet de gagner le dossier encore une fois, mais c'est pas le temps que vous devez planifier de votre côté. Par contre, pour calculer le ROI final de ce type de projet, on prendra bien en compte ce qui a été vendu, donc ça correspond au bénéfice qu'on a perçu, et on le comparera avec le réellement fait. Donc c'est-à-dire la charge de travail qu'on a réellement passée pour terminer ce projet, et on sait globalement quels sont les TGM internes, on sait combien ça nous a coûté en termes de ressources humaines, donc on sait comparer, on sait dire si le projet est rentable. Et ça, ce travail, on va le faire derrière, non pas pour dire « Ah là là, le chef de projet a mal fait son job » ou « Ah là là, le commerce, il a mal fait son job », mais plutôt pour en fait avoir des abacs et dire « Ok, globalement, ce type de projet, on ne peut pas vendre 12 jours, on ne sera jamais rentable. Donc ce type de projet, même si vous faites une remise commerciale au client, on vendra peut-être 20-25 jours minimum. » Alors souvent, j'entends des chefs de projet qui se plaignent du multiprojet, qui se plaignent d'avoir trop de projets en parallèle, qui sont trop chargés ou qui sont carrément sous l'eau. Sauf, et ça c'est le premier problème, qu'ils sont incapables de le montrer. Et c'est pour ça que si vous devez retenir un seul levier des 5 que je vous ai présentés, c'est le plan de charge. C'est ce qui va vous permettre de déclencher la discussion sur la base de faits, sur la base de données concrètes. Et donc même si on peut ne pas être d'accord en face, les données ne mentent pas, elles sont ce qu'elles sont. Piloter plusieurs projets, c'est pas impossible, mais par contre, sans cadrage, sans gestion de risque, sans proactivité, sans arbitrage, sans structure, sans les bons outils, donc comme le plan de charge, sans les bonnes techniques, donc globalement sans la bonne approche, c'est une spirale infernale, et clairement, oui, si vous restez en mode réactif, vous allez droit dans le mur et vous allez subir tous vos projets. Alors pour avoir accompagné plusieurs personnes dans ce cas de figure, il s'agit souvent d'un mix de tout ça, hein. C'est un mix de mauvaises habitudes de travail, donc ça veut dire qu'on va être dans l'immédiateté, à cause des notifications à gogo, on va être accro au mail, et on va toujours chercher en fait à traiter le plus urgent, mais pas forcément l'important, alors que c'est l'important qui prime. On va avoir un manque de proactivité, c'est-à-dire qu'on va attendre que les problèmes surviennent pour les régler plutôt que d'anticiper et faire en sorte qu'ils ne se produisent pas. On n'a pas de plan de charge, donc on n'a aucun moyen de visualiser notre charge de travail au quotidien, on n'a aucun moyen de prédire quelle sera notre charge de travail la semaine prochaine, le mois prochain, et ainsi de suite. On switch en permanence d'un projet à l'autre, donc on perd des heures et des heures chaque semaine en fait à passer d'un projet, à passer d'une urgence à une autre, d'un client à un autre, etc. Et on n'a pas de vision portefeuille, c'est-à-dire qu'on reste le nez dans le guidon sur nos projets, on a le nez dans le Gantt, mais on n'a pas une vision d'ensemble. Il nous manque en fait une prise de recul pour avoir cette vision d'ensemble de ce qu'on est en train de gérer. Le plan de charge le permet, et je vous conseille aussi de mettre en place un tableau de bord, donc portefeuille comme je vous l'ai dit, pour visualiser la progression globale de vos projets, où vous en êtes en termes de gestion de risque, est-ce qu'il y a des alertes, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire, est-ce qu'il y a une météo qui est globalement bonne sur l'ensemble de vos projets, ou est-ce qu'il y a des projets sur lesquels il faut faire attention, il y aura peut-être un focus à faire cette semaine dessus. Donc si vous appliquez ces 5 leviers clés, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez reprendre la main sur vos projets. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des coachings pour vous aider à reprendre la main sur vos projets, notamment dans le cadre du multiprojet. Et je vous donne rendez-vous donc sur réussircesprojets.com/kit, K-I-T, ou sinon contactez-moi directement à podcast@réussircesprojets.com et on en discutera avec grand plaisir. Vous vous sentez débordé, votre projet part dans tous les sens, je propose un accompagnement sur mesure pour les chefs de projet comme vous, un coaching one-to-one pour vous aider à y voir plus clair, à reprendre le contrôle de votre projet pour ne plus le subir et à avancer plus sereinement. Toutes les infos sont sur réussircesprojets.com/coaching. Vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@réussircesprojets.com et on en discutera avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, pensez à le noter 5 étoiles, ça m'aide pour faire connaître le podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.